Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la playlist La Bourse aux livres. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le livre qui s'intitule Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. Donc un livre écrit par Mary Buffett et David Clark. Alors on trouve également ce livre en français sous le titre Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer dans l'analyse financière et que j'utilise régulièrement et que je revérifie régulièrement lorsque je fais une analyse financière. Donc je vous ai mis ici quelques photos de Warren Buffett, donc qui a désormais 89 ans et qui est à la tête de l'un des fonds d'investissement les plus célèbres, à savoir Berkshire Hathaway. Alors pour remettre en contexte l'extraordinaire performance de Warren Buffett au cours des dernières décennies, il est bon de rappeler que l'action Berkshire Hathaway entre 1965 et 2020 a été multipliée par plus de 18 000. D'accord, ce qui veut dire que Berkshire Hathaway, donc le fonds d'investissement de Warren Buffett, est un 18 000 bagger. Et c'est l'entreprise qui a connu la plus forte croissance de toute l'histoire de la bourse américaine, en tout cas à ma connaissance. Warren Buffett est à la tête du fonds Berkshire Hathaway, comme j'en ai parlé, depuis 1965. Il est toujours à la tête, il a 89 ans, on peut espérer que ça dure encore quelques années. Il est aidé à la tête de ce fonds d'investissement par son acolyte Charlie Munger, dont je ne vais pas parler dans cette présentation, mais qui joue un rôle extrêmement important également à la tête de ce fonds d'investissement. Alors lors de cette période, Warren Buffett et son fonds d'investissement ont battu le S&P 500 38 années sur 55. D'accord, ce qui fait un ratio de surperformance par rapport au S&P 500 d'environ 67%. D'accord, ça veut dire que Berkshire Hathaway a battu le S&P 500 environ 67% du temps. Alors le rendement annuel moyen de Berkshire Hathaway au cours des années est de 20,5%. À comparer à un rendement moyen pour le S&P 500, dividende réinvesti, d'environ 10%. Ce qui veut dire que sur la période 1965-2020, la stratégie de Warren Buffett a surperformé le S&P 500 de 10% par an en moyenne, ce qui est extraordinaire. Alors Warren Buffett est associé au terme Value Investing, donc investissement dans la valeur, et au terme Oracle d'Omaha, puisqu'il est lui-même originaire d'Omaha dans le Nebraska. Alors, c'est un investisseur value, mais c'est aussi et surtout un investisseur de type GARP, c'est-à-dire Growth at a Reasonable Price. D'accord, ce qui veut dire qu'en fait, il recherche des valeurs délaissées, mais pour lesquelles on va trouver un facteur croissance relativement important, notamment au niveau de la croissance des bénéfices, de la croissance du chiffre d'affaires, etc. Je vais en parler juste après. Alors Warren Buffett a la conviction qu'il est possible de surperformer le marché. Il a cette conviction, il a commencé à investir dans les actions lorsqu'il était enfant. Malgré tout, il conseille aux ménages américains d'investir dans un ETF répliquant le S&P 500. Alors pour lui, tout le monde n'est pas fait pour faire du stock picking, et donc il invite les investisseurs qui n'auraient pas forcément le temps de faire de l'analyse fondamentale de se concentrer sur des ETF répliquant le marché. Alors pour un investisseur français, le marché ça pourrait être l'Eurostock 600 par exemple, d'accord, ou un mélange de S&P 500, d'Eurostock 600 et puis éventuellement un ETF sur les pays émergents. Alors je vous ai mis une liste des exemples présentés dans le livre. Donc le premier exemple présenté dans le livre est l'action Microsoft. Donc on voit que l'action Microsoft qui cotait 10 centimes de dollars en 1986 cote désormais 201 $. Ce qui veut dire que Microsoft est un 2010 bagger entre 1986 et 2020. C'est-à-dire que le prix de l'action a été multiplié par 2010. Alors je vous laisse faire le calcul. Quelqu'un qui aurait investi 1000 € dans Microsoft à l'époque, vous faites 1000 € x 2000, et ça vous donne un résultat de plus de 2 millions d'euros en 2020. Alors un autre exemple utilisé dans le livre, régulièrement mentionné, c'est l'entreprise Moody's, donc qui s'occupe des notations des pays, mais aussi des entreprises. Alors on peut voir que l'entreprise Moody's avait un cours de 9,16 $ en 1994 et que l'action Moody's cote désormais 289 $. Ce qui veut dire que Moody's est un 31 bagger entre 1994 et 2020, donc c'est-à-dire que l'entreprise, le prix de l'action de l'entreprise a été multiplié par 31 entre 1994 et 2020.
Alors une autre action qui est utilisée dans ce livre comme exemple, c'est l'action Coca-Cola. On peut voir que l'action cotait 77 centimes en 1980 et que l'action Coca-Cola cote désormais 48 $ avec un point haut à 60 $ en 2019. Ce qui veut dire que l'action Coca-Cola est un 78 bagger entre 1980 et 2019. Ce qui veut dire qu'un investisseur américain qui aurait investi 1000 $ en 1980 se retrouverait avec une somme de 78 000 $ aujourd'hui. Ou en tout cas en 2019. Alors un autre exemple utilisé dans ce livre, c'est l'exemple de Procter & Gamble. On peut voir que le titre de l'action Procter & Gamble était de 2,46 $ en 1980. Le titre cote désormais 125 $ sur le marché américain, ce qui fait de Procter & Gamble un 51 bagger. Ce qui veut dire que l'action Procter & Gamble a été multipliée par 51 entre 1980 et 2020. Alors comme vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai rajouté quelques exemples concernant le marché français. Donc j'ai utilisé les caractéristiques présentées dans ce livre. Donc ce sont des caractéristiques qui permettent de dénicher les entreprises qui ont un avantage compétitif durable. Et donc vous allez voir que j'utilise les ratios présentés dans ce livre et je l'applique au marché français, ce qui nous permet de retrouver les entreprises ayant un avantage compétitif durable. Alors parmi les entreprises françaises ayant un avantage compétitif durable, on va retrouver l'entreprise Hermès. On peut voir que le cours de l'action cotait 5,95 € en 1993, l'action cote désormais 741 €, ce qui veut dire qu'Hermès est un 126 bagger entre 1993 et 2020. Alors on va retrouver de la même manière le titre L'Oréal. On voit que le titre cotait 7,60 € en 1991, on voit que le titre cote désormais 284 € en 2020. D'accord, ce qui fait de L'Oréal un 37 bagger entre 1991 et 2020. On va retrouver également une autre entreprise du luxe, donc à savoir Kering. Donc Kering qui cotait 18,66 € en 1989 et qui cote désormais 495 €. Ce qui fait de Kering un 26 bagger entre 1989 et 2019. Alors on va retrouver de la même manière LVMH, donc qui cotait 19,86 € en 1990 et qui cote désormais 399 €. Donc LVMH est un 20 bagger entre 1990 et 2019. On va retrouver enfin une société que de nombreux investisseurs particuliers connaissent bien. Il s'agit d'Air Liquide, donc qui cotait 8,52 € en 1988 et qui cote désormais 139 € en 2020. D'accord, ce qui fait d'Air Liquide un 16 bagger entre 1988 et 2020. Alors je vais passer au sommaire du livre. Donc on a un livre qui se décompose en 4 parties ou 4 sections. Une première partie introductive qui nous présente ce qu'est un avantage compétitif durable, en tout cas à la manière de Warren Buffett, donc ce que regarde Warren Buffett pour déterminer ce qu'est un avantage compétitif durable. L'introduction fait également la différence entre l'approche de Benjamin Graham, donc l'auteur du livre The Intelligent Investor, et Warren Buffett. Donc on a vraiment une distinction entre les deux et je vais en parler juste après. On a une seconde partie donc, qui se focalise sur l'analyse du compte de résultat, une troisième partie qui se focalise sur l'analyse du bilan et une quatrième partie qui se focalise sur l'analyse du tableau des flux de trésorerie. Donc c'est ce que je vais présenter dans cette vidéo en essayant de faire ressortir les points qui me semblent les plus importants. Alors on va passer à l'introduction du livre. Dans cette section, les auteurs nous présentent en fait la première source d'inspiration de Warren Buffett qui était Benjamin Graham, ou en anglais Benjamin Graham, et donc qui était le mentor de Warren Buffett. Alors Benjamin Graham, en réalité, c'était le professeur de Warren Buffett à Columbia University. Alors il faut savoir, pour l'anecdote, que Warren Buffett a été recalé à l'entrée de l'université de Harvard, mais qu'il a quand même été un étudiant brillant à l'université de Columbia, qui est l'une des universités américaines les plus réputées. Alors, c'était son professeur à l'université et puis c'est devenu son employeur puisque Warren Buffett a travaillé pour Benjamin Graham pendant quelques années. Alors Benjamin Graham est considéré comme le père du value investing, l'investissement dans la valeur. C'est l'auteur du best-seller The Intelligent Investor, traduit en français sous le titre L'investisseur intelligent. Alors Benjamin Graham fait clairement la distinction entre d'un côté les growth stocks, donc les valeurs de croissance, et de l'autre côté les value stocks, donc les valeurs décotées. Il observe notamment une décote de certaines actions lors des phases d'euphorie boursière sur les growth stocks.
Alors c'est pas sans nous rappeler ce qui se passe actuellement sur les marchés, avec d'un côté un très fort enthousiasme pour les valeurs de croissance et un très faible enthousiasme pour les valeurs de type value, ou les valeurs des côtés. Alors la stratégie de Benjamin Graham consistait à acheter une action si le prix de l'action ou de l'entreprise était très en dessous de la valeur intrinsèque de long terme. Alors la valeur intrinsèque de long terme est une valeur calculée à partir de différents ratios financiers. Alors Benjamin Graham avait pour habitude de ne jamais payer plus de 10 fois les bénéfices, c'est-à-dire qu'il n'achetait que des entreprises avec un PER inférieur ou égal à 10. Alors, sa stratégie consistait à vendre dès qu'il avait une plus-value de 50% et à revendre l'action au bout de 2 ans si le prix de celle-ci était flat, c'est-à-dire si elle n'avait pas évolué pendant 2 ans. Donc ça veut dire que Benjamin Graham achetait des valeurs décotées avec un objectif de revente au bout de 2 ans. Ça veut dire que Benjamin Graham était plutôt un investisseur de moyen terme qu'un investisseur de long terme. Alors ça, c'est un point important qui différencie Benjamin Graham d'un côté et Warren Buffett de l'autre. Alors, un autre point important de la stratégie de Benjamin Graham, c'est qu'il avait un portefeuille extrêmement diversifié avec plus d'une centaine d'actions en portefeuille. D'accord ? Et c'est ce qui va faire la distinction avec Warren Buffett qui a un portefeuille beaucoup plus concentré, comme on va le voir juste après. Alors, la touche apportée par Warren Buffett à la stratégie initiale de Graham est la suivante. Il considère qu'il faut se focaliser sur les entreprises ayant un avantage compétitif durable, c'est ce qu'il appelle un moat. Donc un moat, c'est une douve qui entoure un château, je vais en parler juste après. Il considère que la probabilité est très faible que ces entreprises fassent faillite, et il considère par ailleurs que l'investissement à long terme permet un report de l'impôt sur les gains en capital, puisque ces gains en capital ne sont pas taxés, et permet également de bénéficier d'intérêts composés non taxés. D'accord, ce qui fait une énorme différence à très long terme. Alors, un des exemples les plus connus de l'investissement de Warren Buffett, c'est son investissement dans The Washington Post, donc le journal américain, donc qu'il avait acquis pour 11 millions de dollars en 1973. Alors, il a profité de la hausse des cours du Washington Post pour le revendre 40 ans plus tard pour 1,1 milliard de dollars. Ce qui veut dire qu'en fait, il a acquis cette entreprise pour 11 millions, l'a revendu pour 1,1 milliard, ce qui fait du Washington Post un 100 bagueur. D'accord ? Donc, une entreprise qui a rapporté à Warren Buffett 100 fois sa mise. Alors, juste pour l'anecdote, Buffett était en moins-value latente de moins 25% un an et demi après son acquisition. Donc, utilise-t-il des stop-loss? La réponse est bien entendu non. Donc j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en parler sur la chaîne. Plusieurs investisseurs comme Warren Buffett ou Peter Lynch ne recommandent pas l'utilisation de stop-loss. Pour ces deux investisseurs, l'utilisation du stop-loss convient à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. D'accord ? Autrement dit, si l'analyse financière de départ est bonne, logiquement, les cours de l'entreprise devraient s'apprécier à plus long terme. Alors un point qui différencie Buffett, et j'en ai parlé juste avant, c'est le fait que Buffett a un portefeuille relativement concentré par rapport à celui de Benjamin Graham, c'est-à-dire que Buffett aime bien avoir en portefeuille 25-30 valeurs, contrairement à Graham qui aimait avoir en portefeuille une centaine de valeurs, voire plus. Alors la clé de la stratégie de Warren Buffett, c'est un avantage compétitif durable. Et c'est le mot durable qui est important. Alors Buffett utilise l'expression moat. Donc moat, c'est ce qu'on a ici, c'est les douves qui entourent un château. C'est la protection qui permet à une entreprise. Donc il faut imaginer que l'entreprise, c'est le château qui est ici. Donc le moat ou les douves qui sont remplies d'eau ici, on le voit sur la photo, c'est ce qui permet à une entreprise de résister à la concurrence au fur et à mesure des années qui passent. D'accord, donc lorsqu'une entreprise a un avantage compétitif durable, donc à long terme, celle-ci sera en mesure de préserver ses marges en raison de cet avantage compétitif. Et l'avantage compétitif de l'entreprise se reflètera justement au travers des marges. Et c'est ce qu'on va voir juste après au niveau de l'analyse financière. Alors, les entreprises les plus rentables à long terme, d'après Buffett, ont tout un avantage compétitif durable, ce fameux moat, et elles vendent un produit unique ou un service unique. Alors les exemples donnés dans ce livre sont Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, Kraft et Procter & Gamble. Alors elles vendent un produit ou un service dont tout le monde a besoin.
Donc les exemples qui sont fournis sont ceux de Moody's. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises ont besoin sur le marché financier d'une notation financière. Vous savez qu'on compte généralement 3 grandes agences de notation, Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Et donc c'est un business très rentable avec peu de compétition. Et donc on a des marges très importantes chez Moody's et chez les principaux concurrents de Moody's. D'accord? Donc dans ce cas-là, on a 3 entreprises avec un avantage compétitif durable. Alors parmi les autres exemples fournis dans ce livre, on va retrouver American Express et Burlington Northern Santa Fe, qui est l'entreprise ferroviaire de Warren Buffett. Alors cet avantage compétitif se traduit par de meilleures marges, on va le voir notamment au niveau de la marge brute et de la marge nette. Alors cet avantage compétitif généralement est associé à de faibles coûts de R&D, et on le verra ensuite, et également de faibles coûts de mise à jour des usines. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'un produit est aimé par le public, il n'a pas besoin d'être constamment modifié, ce qui implique de faibles coûts de recherche et de développement et de faibles coûts de mise à jour des usines. Alors on va se concentrer sur le compte de résultat, donc c'est la suite du livre, hein. On nous présente comment analyser un compte de résultat et je vais mettre en avant les éléments les plus importants, en tout cas à mes yeux. Alors Buffett commence toujours par regarder le compte de résultat. Pourquoi? Pour voir si l'entreprise fait du profit. En d'autres termes, Buffett s'intéresse à des entreprises qui sont déjà rentables et élimine toutes les entreprises de type start-up qui n'ont pas commencé à faire de profit. Ce qui veut dire que Buffett élimine de son analyse les entreprises les plus spéculatives, c'est-à-dire des entreprises avec de très forts potentiels de croissance, mais avec un potentiel qui n'est pas confirmé par des bénéfices, ou en tout cas des bénéfices conséquents pendant plusieurs années. Alors, pour Warren Buffett, une entreprise possède un avantage compétitif durable si la marge brute de l'entreprise est supérieure à 40%. Alors comment est-ce qu'on calcule la marge brute? On fait tout simplement résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Et on voit que dans le livre, on nous présente plusieurs entreprises avec des marges brutes extrêmement élevées. On va trouver Microsoft, donc à l'époque du livre avec une marge brute de 79%, Moody's avec une marge brute de 73% et Coca-Cola avec une marge brute de 60%. Alors, l'entreprise a également un avantage compétitif durable si elle a de faibles coûts de SG&A. Donc les coûts de SG&A, ça va être les coûts marketing, ça va être les coûts de personnel et ça va être les coûts généraux de l'entreprise. Alors idéalement, ces coûts sont inférieurs à 30% de la marge brute. D'accord? Donc on a calculé la marge brute. Généralement, les coûts de SG&A doivent être inférieurs à 30% de la marge brute pour que l'entreprise qui est derrière puisse être considérée comme une entreprise ayant un avantage compétitif durable. Alors dans le livre, on nous donne l'exemple de Moody's dont le SG&A est égal à 25% de la marge brute. Alors l'entreprise a également un avantage compétitif durable en cas de faible R&D, donc recherche et développement. Idéalement, ces coûts de R&D sont de 0% de la marge brute et on nous donne dans le livre l'exemple de Moody's dont la R&D représente effectivement 0% de la marge brute. Enfin, une entreprise a également un avantage compétitif durable en cas de faible dépréciation. Et donc on va comparer cette dépréciation par rapport à la marge brute. Alors on nous donne quelques exemples, par exemple Coca-Cola avec une dépréciation de 6% et Procter & Gamble avec une dépréciation de 8%. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remplacer tous les exemples qui nous sont donnés dans le livre par des exemples issus du marché français, donc pour l'année 2020. Donc c'est ce que j'ai fait après recherche et donc on va arriver au résultat suivant. Donc si on prend la marge brute strictement supérieure à 40%, on va trouver des entreprises du type L'Oréal avec 73%, Kering avec 71%, Hermès 69%, LVMH 65% et Air Liquide 62%. Si on se concentre sur les faibles coûts de SG&A, on va trouver Kering à 19%. Si on se concentre sur les faibles coûts de R&D, on va trouver Kering à 0%, Hermès à 0%, LVMH à 0%, Air Liquide à 0%. Donc vous voyez que les faibles coûts de R&D sont potentiellement la marque d'entreprise ayant un avantage compétitif durable. Alors j'insiste sur un point ici, les auteurs de ce livre font très bien la distinction entre les entreprises ayant un avantage compétitif durable, ça veut dire à très long terme, et les entreprises ayant un avantage compétitif de moyen terme. Donc parmi les entreprises ayant un avantage compétitif de moyen terme, on va retrouver par exemple les entreprises pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que ces entreprises dépendent énormément de la R&D.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises vont développer de nouveaux médicaments, ces médicaments vont être brevetés, et bien entendu à un moment les brevets arrivent à échéance, ce qui veut dire que l'entreprise perd potentiellement son avantage compétitif. D'accord, donc les auteurs font très bien la distinction entre un avantage compétitif durable d'un côté et un avantage compétitif de moyen terme de l'autre. Alors à noter quand même qu'il y a une zone grise entre les deux, puisque certains groupes pharmaceutiques peuvent avoir des brevets extrêmement longs qui peuvent ressembler à un avantage compétitif durable. Et on notera d'ailleurs que Buffett avait investi par le passé dans l'entreprise Sanofi. Alors en ce qui concerne la faible dépréciation, on va trouver sur le marché français des entreprises du type L'Oréal 7%, Hermès avec 9% et Kering avec 10%. D'accord, donc on retrouve, vous voyez qu'on retrouve toujours le même type d'entreprise, que ce soit en termes de marge brute, de faible SG&A, de faible R&D, de faible dépréciation. D'accord, quand on regarde la liste en haut et qu'on regarde la liste en bas, on voit les mêmes noms d'entreprises. Alors un autre point important, et ça c'est à force de regarder les documents financiers des entreprises, c'est qu'on observe parfois des entreprises qui ont un avantage compétitif durable avec une marge brute très importante, une marge nette également très importante comme on le verra, et également de forts coûts de SG&A. D'accord, donc c'est-à-dire généralement de forts coûts marketing. Alors ça veut dire qu'une entreprise peut avoir un avantage compétitif durable même si elle a potentiellement de forts coûts de SG&A. Des coûts de marketing ou de personnel importants. D'accord, le tout c'est d'avoir en parallèle de faibles coûts de R&D et une faible dépréciation. Alors les auteurs insistent également sur le fait qu'une entreprise possède un avantage compétitif durable si elle a de faibles charges d'intérêt, donc idéalement inférieures à 15% de la marge opérationnelle. Donc ça c'est valide notamment pour les consumer staples, et les auteurs nous donnent l'exemple de Procter & Gamble avec un résultat de 8% sur ce ratio. Alors les auteurs insistent également sur le fait de ne pas tenir compte des gains non récurrents, donc par exemple des ventes d'actifs, donc ce qui peut gonfler par exemple les résultats de temps en temps, donc le compte de résultats. Il est bon d'enlever ces ventes d'actifs pour ajuster en tout cas les résultats de l'entreprise, et notamment le résultat net et la marge nette. Alors, il est également important d'utiliser le résultat avant impôt, donc c'est ce que fait Buffett, c'est-à-dire qu'il compare toutes les entreprises en se basant sur le résultat avant impôt, c'est-à-dire EBT, donc Earnings Before Taxes, ou IBT, c'est-à-dire Income Before Taxes. D'accord, c'est-à-dire que Buffett ne compare les entreprises qu'au travers de leurs résultats avant impôt. Pourquoi? Parce qu'il veut comparer des entreprises ayant des impositions différentes. D'accord, et ce qui compte, c'est pas l'imposition, mais c'est plutôt le résultat avant impôt. Donc pour lui, le critère de comparaison, c'est plus le résultat avant impôt que le résultat net. Alors les auteurs insistent également sur le fait qu'il est important de vérifier que le résultat net a une tendance haussière, donc une tendance haussière qui peut connaître certains creux, mais qui est globalement haussière en moyenne. Il est important également de se focaliser sur le résultat net et non sur le bénéfice par action. Donc, on se focalise sur le résultat avant impôt pour comparer plusieurs entreprises entre elles, mais on se focalise sur le résultat net et non sur le bénéfice par action. Pourquoi? Parce que le bénéfice par action peut être manipulé, entre guillemets. Manipulé pourquoi? Parce que lorsqu'une entreprise procède à des rachats d'actions par exemple, elle va augmenter son bénéfice par action. Pour autant, elle peut augmenter ce bénéfice par action via des rachats d'actions tout en s'endettant. C'était le cas de Boeing il y a quelques années, donc l'entreprise a augmenté son bénéfice par action année après année, et puis en fait on s'est rendu compte que l'entreprise augmentait son bénéfice par action grâce à des rachats d'actions et qui étaient générés via de l'endettement. Et on voit aujourd'hui que Boeing a une dette extrêmement importante et n'est plus capable de payer son dividende. Alors bien entendu, pour vérifier si l'avantage compétitif durable a priori est confirmé en bas du compte de résultat, on doit s'assurer que l'entreprise a une marge nette supérieure à 20%. D'accord? Donc une entreprise a un avantage compétitif durable si sa marge nette est strictement supérieure à 20%. Alors bien entendu, tous ces critères doivent être analysés sur 5 années de résultats et non pas sur une seule année. Et ce qu'il est important de regarder, c'est la tendance sur les 5 années par exemple, mais également la consistance des résultats et la moyenne des résultats au cours des 5 années. Alors, si on se focalise sur la marge nette supérieure à 20%, le livre nous donne deux exemples en particulier, à savoir Moody's avec une marge nette de 31% et Coca-Cola avec une marge nette de 21%. Alors,
les auteurs insistent sur le fait que les banques ont généralement des marges nettes supérieures à 20%, mais qui sont générées grâce à des prises de risques supplémentaires, notamment via un endettement très important. Donc il est important de ne pas appliquer cette approche sur les banques et assurances. Donc si on se focalise sur le marché français, donc je ne l'ai pas mis ici parce que je n'ai qu'un exemple, mais si on se focalise sur le marché français, on va retrouver une entreprise comme Hermès avec une marge nette de 22% environ. Alors on va passer à l'analyse du bilan et on va essayer de déterminer les points importants qui nous permettent de dénicher une entreprise ayant un avantage compétitif durable. Alors au niveau du bilan, une entreprise a un avantage compétitif durable si elle a une trésorerie importante générée par un cash flow libre, donc un free cash flow important et récurrent. Alors la récurrence du free cash flow est importante puisqu'une entreprise peut avoir un free cash flow important sur une année. Ce qui compte, c'est la récurrence du free cash flow sur les 5 années d'analyse par exemple. Alors il y a danger si la trésorerie est générée par, premièrement, une émission d'obligations ou d'actions, donc c'est-à-dire une augmentation de capital, et ça il suffit d'aller jeter un œil au tableau de flux de trésorerie, ou bien si la trésorerie est générée par la vente d'un actif. Pourquoi? Parce que la vente d'un actif c'est un élément non récurrent, c'est-à-dire que ça va se produire une année, et puis l'année d'après il n'y aura plus ce flux d'entrée d'argent. Alors, une entreprise est en position de force si elle a peu ou pas de dette. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui n'a pas de dette peut difficilement faire faillite, et par ailleurs, si elle n'a pas beaucoup de dette, elle peut s'endetter pour procéder à des acquisitions par exemple. Alors, un test important qui est utilisé par Warren Buffett, c'est de comparer le résultat net annuel à la dette long terme. Donc on divise le résultat net annuel par la dette long terme, et si le résultat est inférieur à 4, ça veut dire que l'entreprise est en mesure de rembourser sa dette long terme en moins de 4 années. D'accord? Ce qui, selon Warren Buffett, est un élément important qui indique que l'entreprise est correctement endettée et n'est pas trop endettée. Alors Buffett aime également investir dans des entreprises qui connaissent une période de moins bien, mais avec une trésorerie importante. Pourquoi? Parce que cash is king, et ça c'est vrai en tout temps, et spécialement en 2020. Et il aime investir dans des entreprises qui n'ont peu ou pas de dette. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises peu risquées. Alors Warren Buffett jette également un coup d'œil au stock, donc inventory en anglais, et il souhaite voir des stocks qui évoluent en ligne avec les bénéfices, d'accord, donc net earnings. Cela évite les problèmes d'obsolescence des stocks. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des entreprises qui ont des stocks qui augmentent très fortement, et dans certaines industries, notamment l'industrie technologique, cela peut signifier une obsolescence à venir de ces stocks, et donc une dépréciation d'actifs à venir pour l'entreprise. Alors les entreprises ayant un avantage compétitif durable ont souvent un current ratio inférieur à 1. D'accord? Pourquoi? Alors généralement on apprend qu'un current ratio, donc un ratio de liquidité inférieur à 1, c'est une mauvaise chose. Cela signifie qu'elles ont une capacité bénéficiaire importante, et donc ça veut dire que soit qu'elles sont capables de lever de l'argent à court terme très rapidement, soit ça veut dire qu'en fait elles vont générer suffisamment de cash au cours des différents trimestres pour pouvoir compenser ce ratio de liquidité inférieur à 1. D'accord, donc le current ratio inférieur à 1 est contre-intuitif ici, mais c'est un élément que possèdent de nombreuses entreprises ayant un avantage compétitif durable. Alors par exemple dans le livre on va trouver Moody's avec un current ratio de 0,64, Procter & Gamble avec un current ratio de 0,82 et Coca-Cola avec un current ratio de 0,95. Alors on pourrait penser que ce sont de mauvaises entreprises parce qu'elles ont un current ratio relativement faible. En réalité, ça veut dire qu'elles sont tellement leaders sur leur marché et bénéficiaires qu'elles peuvent se permettre d'avoir un ratio de liquidité inférieur à 1. Warren Buffett va également regarder les immobilisations corporelles, donc PPE pour Plant, Property and Equipment, et il va s'assurer que ces immobilisations corporelles sont raisonnables. En effet, si une entreprise a des immobilisations corporelles raisonnables, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'upgrader ses usines régulièrement ou ses équipements. D'accord, ce qui signifie qu'elle a bien un avantage compétitif durable. Enfin, Buffett va également regarder que l'entreprise a des immobilisations incorporelles, donc c'est-à-dire en anglais goodwill et intangibles, raisonnables. Pourquoi? Parce que de trop importantes immobilisations incorporelles signifient souvent des dépréciations d'actifs à venir. Alors à noter cependant que l'acquisition d'une entreprise ayant un avantage compétitif durable se fait très souvent à un prix supérieur aux capitaux propres, d'accord? Ce qui crée donc un goodwill.
D'accord? Donc une entreprise qui ne ferait l'acquisition que d'entreprises ayant déjà des avantages compétitifs durables, en fait, aurait de plus en plus de goodwill dans son propre bilan. Ça, c'est un point important à ne pas négliger. Alors on termine ici avec les points importants concernant le bilan. Les entreprises ayant un avantage compétitif utilisent souvent les bénéfices non distribués, en anglais retained earnings, pour procéder à des rachats d'actions, donc share buybacks, ce qui a pour conséquence d'augmenter le ratio dette sur capitaux propres. Et on a deux exemples, alors je suis allé les chercher moi-même. Le premier, c'est Moody's qui présente un ratio de dette sur capitaux propres de 50%, alors qu'on a vu que c'était une entreprise avec un très beau avantage compétitif durable, un très beau moat. Et Moody's présentait des capitaux propres négatifs jusqu'en 2017. D'accord? Donc une entreprise peut présenter des capitaux propres négatifs et pour autant être une très belle entreprise, comme on peut le voir donc ici avec Moody's. Les entreprises ayant un avantage compétitif n'ont souvent pas d'actions de préférence, donc il est important de jeter un œil au bilan pour voir si on trouve des actions de préférence, en anglais preferred stocks. S'il y en a, généralement, ça veut dire que l'entreprise a été ou est en difficulté. C'était le cas de Goldman Sachs donc en 2009, puisque l'entreprise avait émis des actions de préférence qui avaient été achetées d'ailleurs par Warren Buffett donc au cours de la crise financière de 2008-2009. Alors un autre point très important, c'est que les entreprises ayant un avantage compétitif durable ont parfois des bénéfices non distribués, qu'on appelle également en français des bénéfices non répartis, donc en anglais retained earnings. Donc il est important de regarder au niveau du bilan pour voir si l'entreprise a généré des bénéfices non répartis au fur et à mesure des années. Alors on voit par exemple que Moody's en 2019 possède pour 9,6 milliards de dollars de bénéfices non répartis ou non distribués. D'accord, donc c'est un matelas de sécurité pour l'entreprise qui se situe donc au niveau des capitaux propres. Alors je terminerai ici avec trois derniers points. Le premier, c'est que les entreprises ayant un avantage compétitif durable ont un bénéfice non distribué qui augmente au cours du temps. D'accord, donc il est important de regarder la croissance des bénéfices non distribués. Une entreprise ayant des bénéfices non distribués en croissance pendant 5 ans par exemple est une entreprise qui potentiellement a un bel avantage compétitif durable. Certaines de ces entreprises ont un business model si puissant qu'elles préfèrent redistribuer celui-ci à leurs actionnaires via le paiement d'un dividende ou de rachat d'actions. Donc on a l'exemple de Microsoft dont le bénéfice non distribué fut négatif par le passé. C'est-à-dire qu'elles ont un business model tellement puissant d'un point de vue des cash flows qu'elles peuvent redistribuer plus d'argent qu'elles n'ont quelque part. Donc elles vont redistribuer les bénéfices non répartis et se retrouver avec un bénéfice non distribué négatif. Un dernier point important, c'est que les entreprises ayant un avantage compétitif durable ont généralement des actions autodétenues, ce qu'on appelle en américain Treasury Stocks ou en anglais Treasury Shares, et ainsi qu'un rendement des capitaux propres élevé, d'accord, donc un ROE, Return on Equity, élevé. Alors pour autant, il est important d'aller vérifier le levier financier de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en cas de levier financier élevé, on a potentiellement une augmentation mécanique du retour sur capitaux propres, du rendement des capitaux propres, donc du Return on Equity. Alors on va terminer cette présentation avec l'analyse du tableau de flux de trésorerie. Donc le tableau de flux de trésorerie permet de faire la distinction entre les entreprises rentables d'un côté, donc ayant des bénéfices, et les autres, c'est-à-dire les entreprises étant obligées d'investir plus d'argent qu'elles n'ont, donc générant des pertes mais au profit d'une future croissance. Les entreprises ayant un avantage compétitif durable ont généralement un CAPEX inférieur à 50% des bénéfices. Alors qu'est-ce qu'un CAPEX? Le CAPEX, c'est tout simplement en anglais Capital Expenditure. Donc Capital Expenditure, c'est les dépenses d'investissement. D'accord? Donc on prend le CAPEX, on prend les dépenses d'investissement, on les compare aux bénéfices de l'entreprise. Si ces dépenses d'investissement sont inférieures à 50% des bénéfices, ça veut généralement dire que l'entreprise possède un avantage compétitif durable. Alors, une particularité également des entreprises ayant un avantage compétitif durable, c'est qu'elles procèdent généralement à des rachats d'actions. D'accord? Alors, un point important sur les rachats d'actions, elles doivent être non financées par de la dette, d'accord? Sinon, c'est une catastrophe à venir. C'était le cas de Boeing. Je vous renvoie au tableau de flux de trésorerie de Boeing pour regarder tout ça. Donc, on vient de passer en revue les points importants qui permettent de dénicher des entreprises ayant un avantage compétitif durable. La question qui se pose et la question qui est posée par les auteurs du livre ensuite, c'est quand acheter?
Alors les auteurs nous font remarquer que les soldes sont rares sur ces actions. Pourquoi? Parce que ce sont des actions de très haute qualité qui ont justement un avantage compétitif durable et donc qui devraient pouvoir continuer à être rentables dans les années qui viennent. Alors cependant, il est possible d'acheter ces actions au cours des cycles baissiers, c'est-à-dire au cours des bear markets ou au cours d'une crise au sein de l'entreprise. Donc, stratégie pour entrer sur ce type d'action. Premièrement, savoir quelles sont ces entreprises. D'accord? L'idée, c'est de passer en revue toutes les entreprises françaises, par exemple, pour les gens qui investissent en France, éventuellement européennes ou américaines pour les investisseurs qui investissent sur d'autres marchés. Donc, avoir une liste de ces entreprises. Deuxièmement, profiter des cycles baissiers pour faire l'acquisition de ces entreprises. Et troisièmement, profiter d'une crise interne, donc crise à court terme potentielle, au sein de l'entreprise. Dernier point important, il est important de rester à l'écart de ces entreprises à la fin des cycles haussiers, c'est-à-dire à la fin des bull markets. Alors bien entendu, il est toujours difficile d'identifier la fin d'un bull market, mais on peut céder des PER historiques. Et donc, lorsque le PER est historiquement élevé par rapport au PER des dernières années, par exemple des 5 dernières années ou des 10 dernières années, et notamment lorsque le PER est supérieur à 40, il est important de ne pas forcément se ruer sur ces entreprises stars. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré les PER, donc je tourne cette vidéo en juillet 2020, et j'ai récupéré les PER de Microsoft, Moody's, Coca-Cola, Procter & Gamble, Hermès, Kering, LVMH, Air Liquide et L'Oréal. On peut voir que dans la liste, Procter & Gamble a un PER de 66, donc a priori c'est un PER extrêmement élevé pour cette entreprise. On a un PER largement supérieur à 40 et qui est sur des plus hauts historiques. Donc c'est la même chose sur Hermès avec un PER de près de 51 et sur L'Oréal avec un PER de près de 43. D'accord? Donc il sera bon de voir un peu ce qu'ont fait ces entreprises en bourse, donc par exemple en 2021, 2022, 2023, pour voir si ces PER extrêmement élevés ont profité aux investisseurs qui ont acheté ces titres à ce prix, ou en tout cas à ce ratio cours-bénéfice, ou bien si ces PER extrêmement élevés ont impacté négativement les rendements des investisseurs sur ces valeurs dans un horizon de 2, 3, 4 ans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai essayé de mettre en avant les différents éléments les plus importants en termes d'analyse financière, que ce soit au niveau du compte de résultat, du bilan ou du tableau de flux de trésorerie, dans le but de dénicher une entreprise ayant un avantage compétitif durable. Et j'ai essayé également de mettre en parallèle le marché américain, donc qui est présenté dans le livre, avec le marché français, donc que j'ai présenté via mes propres chiffres. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci. Alors vous pouvez trouver le livre bien entendu sur internet, il se trouve facilement. Donc en anglais, Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements, et en français, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.